Ce ne sont pas seulement des poissons qui sont élevés dans le désert du Negev, mais aussi de nombreux légumes comme ce poivron rouge éclatant. Ce que vous allez découvrir paraît presque impossible à croire. Une nation prend la région la plus sèche, la plus rude et la plus pauvre en eau qu'elle possède, une terre qui reçoit presque aucune pluie, où la chaleur estivale atteint souvent 45 degrés, puis la transforme en l'une des exploitations piscicoles les plus performantes au monde. Et cela ne s'est pas produit en combattant le désert, ni en important des ressources depuis d'autres régions, mais en utilisant exactement les mêmes conditions qui rendaient autrefois cette terre totalement inutile. C'est une histoire à propos d'une eau qui ne devrait pas exister à cet endroit, de poissons qui ne devraient pas pouvoir y survivre et d'un système agricole autonome caché sous l'un des endroits les plus arides de la planète. Alors, comment Israël a-t-il réussi cela? Découvrons-le ensemble. L'impensable a été mis au jour. 60% du territoire israélien est constitué de désert, pas de champs fertiles, pas de collines couvertes de végétation, mais un véritable désert, un endroit où la terre se fissure comme une vieille poterie oubliée au soleil, où les températures estivales dépassent pas souvent les 45 degrés et où la pluie, lorsqu'elle tombe enfin, peut n'apparaître que 2 fois par an. Et pourtant, aujourd'hui même, sous ce désert brûlant, 1 million de poissons tropicaux nagent paisiblement. Pas dans un laboratoire expérimental, pas dans un centre scientifique destiné à la recherche, mais dans une ferme commerciale pleinement opérationnelle qui produit chaque année des centaines de tonnes de poissons de qualité supérieure. Ces poissons sont ensuite exportés vers des magasins situés en France, en Allemagne et au Royaume-Uni. Nous parlons ici du désert du Negev, et ce qu'Israël y a secrètement construit a complètement bouleversé les règles de l'agriculture, de l'eau et même notre compréhension de ce qui est possible lorsque toutes les conditions semblent défavorables. Mais pour comprendre comment cette aventure a commencé, il faut revenir en arrière jusqu'en 1973. Et pour cela, il faut descendre à plus de 700 mètres sous la surface de la Terre. Un géologue nommé Eliezer Issar effectuait alors des analyses géologiques ordinaires sous le désert du Negev. Son équipe forait le sol dans l'espoir de trouver quelques couches de roches, peut-être du calcaire, probablement rien de remarquable. Pourtant, après avoir traversé plus de 700 mètres de grès compact, ils ont soudainement atteint une immense réserve d'eau. Mais ce n'était pas une eau ordinaire. Lorsque le forage a percé la nappe souterraine, l'eau n'a même pas eu besoin d'être pompée. Elle a jailli seule vers la surface sous une pression naturelle accumulée pendant des millions d'années. C'était une véritable source artésienne naturelle, poussée uniquement par la force de la pression souterraine. Mais la découverte d'eau au milieu du désert n'était pas la seule surprise. L'équipe venait en réalité de découvrir l'aquifère nubien, l'une des plus grandes réserves d'eau souterraine de la planète. Cette gigantesque réserve s'étend sous 4 pays et couvre plus de 2 millions de kilomètres carrés. Elle contient environ 150 000 km3 d'eau, suffisamment pour remplir 40 fois le lac supérieur. Cette eau était incroyablement ancienne. Les scientifiques en l'appellent de l'eau fossile. Il s'agit d'eau de pluie tombée sur le Sahara lorsqu'il était encore vert et couvert d'herbe, il y a entre 20 000 et 40 000 ans, durant la dernière période glaciaire. Lorsque le climat a changé et que le désert a commencé à s'étendre, cette ancienne eau de pluie est restée piégée dans des couches de grès poreux. Elle y est demeurée totalement intacte depuis une époque bien antérieure à l'invention du feu par l'être humain. Israël venait donc de découvrir un véritable océan caché sous le désert. Mais cet océan présentait 2 énormes problèmes. Des problèmes tellement graves que, selon toutes les règles habituelles, cette eau était considérée comme inutilisable. Premier problème concernait la température. Lorsque l'on creuse profondément sous la surface terrestre, la chaleur naturelle de la planète devient dominante. Cette eau souterraine avait une température comprise entre 37 et 40 degrés. Elle était presque aussi chaude que le corps humain, impossible de la boire dans cet état. Une telle chaleur détruirait les racines des plantes, et elle ne pouvait évidemment pas être utilisée pour refroidir quoi que ce soit. Le deuxième problème concernait le sel. Après avoir traversé des couches rocheuses pendant des milliers d'années, cette eau avait absorbé des minéraux provenant de toutes les strates qu'elle rencontrait. Cela peut sembler insignifiant au premier regard. Après tout, cette eau n'était qu'environ 10 fois moins salée que l'eau de mer. Pourtant, cette concentration suffisait largement à détruire le blé et presque toutes les cultures rentables en quelques jours seulement. Les experts agricoles israéliens ont réalisé plusieurs tests sur des parcelles expérimentales.
Après seulement 3 jours, les légumes semblaient déjà affaiblis. Les feuilles devenaient jaunes, leur croissance ralentissait fortement. 2 semaines plus tard, la plupart des plantations étaient mortes. La solution la plus logique semblait alors évidente, refermer le puits et oublier totalement cette découverte. Mais certains scientifiques ont commencé à réfléchir différemment. Au lieu de se demander comment rendre cette eau utilisable, ils ont posé une nouvelle question. Quels êtres vivants pourraient naturellement prospérer dans de telles conditions? Dans les rivières chaudes d'Australie et d'Asie du Sud-Est vit un poisson appelé barramundi. Ce poisson ancien possède des écailles argentées brillantes et une mâchoire puissante. Les populations locales le pêchent et le consomment depuis environ 40 000 ans. Le barramundi vit naturellement dans les estuaires, là où les rivières d'eau douce rejoignent l'océan. Ces zones possèdent une eau saumâtre dont la salinité varie constamment. Mais ce poisson ne se contente pas de survivre dans ces conditions. Son organisme y est parfaitement adapté. Son évolution lui a permis de supporter sans difficulté les changements de salinité. Plus important encore, le barramundi est un poisson tropical. Il préfère les eaux comprises entre 26 et 34 degrés, ce qui correspond presque exactement à la température naturelle de l'eau du désert du Negev. Les scientifiques israéliens ont également identifié 2 autres espèces intéressantes. Le tilapia peut supporter des niveaux de salinité extrêmement élevés. Quant au bar européen, il passe naturellement sa vie entière entre l'eau douce et l'eau salée. Ces 3 espèces possédèrent donc exactement les caractéristiques nécessaires pour vivre dans des conditions qui détruiraient immédiatement des cultures agricoles ordinaires. Les chercheurs avaient enfin trouvé les poissons adaptés à cette eau inhabituelle. Mais un nouveau défi apparaissait désormais. Il fallait construire un environnement capable de les accueillir durablement. Au début des années 2000, plusieurs projets commencèrent à voir le jour dans le désert du Negev. Des exploitations comme le kibbutz Mashabei Sadeh et Arava Tech Fisheries entreprirent la construction d'immenses bassins en béton et de vastes étangs creusés directement dans le sol désertique. De nouveaux puits furent forés, des systèmes d'oxygénation et de circulation d'eau furent installés. Puis les premiers barramundi, tilapia et bars européens furent introduits dans les bassins. Les résultats furent presque immédiats. Les poissons semblaient parfaitement à l'aise dans cette eau chaude et légèrement salée. Pour eux, les conditions du désert ressemblaient étonnamment à leur habitat naturel. Très rapidement, le désert du Negev devint l'une des principales régions piscicoles d'Israël. Le kibbutz Mashabei Sadeh exploite aujourd'hui des bassins couvrant plus de 12 hectares. Arava Tech Fisheries s'est agrandi jusqu'à près de 20 hectares et produit plus de 2000 tonnes de poissons chaque année. Un seul bassin, contenant environ 1 million de litres d'eau, peut accueillir des milliers de poissons simultanément. Les chiffres semblaient annoncer un immense succès. Mais les pisciculteurs expérimentés connaissent tous une vérité essentielle. Faire survivre des poissons n'est pas la partie la plus difficile du travail. Le véritable problème apparaît toujours plus tard, et dans le désert du Negev, ce problème prit rapidement une ampleur inquiétante. Les poissons vivaient littéralement dans leurs propres déchets. Quelques mois seulement après l'expansion des fermes, les exploitations se retrouvèrent confrontées au même obstacle que toutes les fermes aquacoles du monde finissent par rencontrer: l'accumulation des déchets organiques. Le problème devenait dangereux. Un barramundi consomme quotidiennement environ 3% de son poids en nourriture. Dans un bassin contenant 100 000 poissons, cela représente des tonnes de nourriture distribuées chaque jour. Et lorsque les poissons mangent, ils produisent inévitablement des déchets. Même une concentration très faible d'ammoniac peut brûler les branchies des poissons, attaquer leur système nerveux et affaiblir gravement leur immunité. Ensuite, les bactéries présentes dans l'eau transforment l'ammoniac en nitrite, qui restent eux aussi toxiques, avant qu'ils ne deviennent finalement des nitrates. Sans intervention, un bassin aquacole finit progressivement par s'empoisonner lui-même. Les fermes piscicoles classiques utilisent généralement 2 solutions. La première consiste à installer d'énormes systèmes de filtration mécanique et biologique. Ces installations comprennent des filtres à sable, des réacteurs biologiques remplis de bactéries utiles et parfois même des systèmes de stérilisation par ultraviolet. Ces technologies fonctionnent efficacement, mais elles consomment énormément d'électricité. Les pompes seules utilisent parfois autant d'énergie qu'une cinquantaine de maisons. Les coûts annuels peuvent facilement dépasser plusieurs dizaines de milliers d'euros. La seconde méthode consiste simplement à rejeter l'eau polluée dans l'environnement. De nombreuses fermes marines, situées en Norvège, au Chili ou en Écosse,
déversent directement leurs eaux usées dans l'océan. Mais ces rejets riches en azote et en phosphore provoquant souvent une prolifération massive d'algues qui consomment l'oxygène marin et détruisent progressivement les écosystèmes. Dans le désert du Negev, aucune de ces solutions n'était réellement possible. Il n'y avait pas de mer à proximité pour évacuer l'eau usée. Et surtout, dans une région où chaque goutte d'eau possède une valeur immense, jeter cette eau aurait été impensable. Retirer l'eau des bassins aurait condamné les poissons, mais conserver cette eau sans traitement finirait également par tuer toute l'exploitation. C'est alors qu'un chercheur remarqua quelque chose que personne n'avait réellement considéré jusque-là. L'ammoniac, qui empoisonnait les poissons, représentait aussi une ressource extrêmement précieuse pour les plantes. Car pour les végétaux, l'ammoniac signifie azote. Et l'azote est l'un des éléments essentiels à leur croissance. Habituellement, les agriculteurs doivent acheter des engrais industriels fabriqués dans des usines grâce à un procédé extrêmement énergivore appelé Haber-Bosch. Ce procédé consomme environ 2% de toute l'énergie utilisée dans le monde. Tout cela uniquement pour produire de l'azote destiné à l'agriculture. Mais ici, les poissons fabriquaient naturellement cet azote chaque jour. Les ingénieurs comprirent alors quelque chose de fondamental. Les déchets des poissons n'étaient pas un problème, ils représentaient une ressource. Le véritable défi consistait simplement à déplacer ces nutriments vers les endroits où ils pouvaient être utilisés. Les poissons produisaient exactement ce dont les plantes avaient besoin sous une forme immédiatement assimilable. Le cycle pouvait donc être fermé. L'eau quittait les bassins piscicoles, légèrement refroidie après avoir traversé les installations. Puis elle était dirigée vers des plantations d'oliviers et de palmiers dattiers. Les racines absorbaient l'azote, le phosphore et les autres nutriments présents dans les déchets des poissons. Le sol jouait alors le rôle d'un immense filtre vivant. Les bactéries présentes dans la terre transformaient progressivement l'ammoniac en nitrate assimilable par les plantes. Les arbres récupéraient lentement ces nutriments tandis que l'eau poursuivait son chemin à travers le sol. Les premiers résultats étonnèrent tout le monde. Les oliviers grandissaient plus rapidement que prévu. Les récoltes augmentèrent de 15 à 20% par rapport aux méthodes agricoles traditionnelles. Et cette amélioration possédait une explication très simple. Les engrais industriels libèrent généralement leur azote très rapidement dans le sol. Les plantes ne peuvent absorber qu'une quantité limitée de nutriments à la fois. Le reste finit souvent par s'infiltrer dans les nappes phréatiques ou polluer les rivières. Les déchets issus des poissons fonctionnaient différemment. Ils se décomposaient lentement et libéraient progressivement leurs nutriments sur plusieurs semaines. Cette diffusion régulière favorisait une croissance plus stable et plus saine. Mais une autre question inquiétait encore les spécialistes, le sel. Au départ, beaucoup craignaient que l'eau salée détruise progressivement les plantations. Pourtant, les résultats furent une nouvelle fois surprenants. Les oliviers et les palmiers dattiers sont originaires des régions méditerranéennes et du Moyen-Orient, des environnements naturellement riches en sel. L'eau du désert du Negev contenait environ 3000 parties de sel par million, un niveau que ces arbres pouvaient parfaitement supporter. Mieux encore, un léger stress salin provoquait parfois une amélioration de la qualité des fruits. Les dattes devenaient plus sucrées. L'huile d'olive développait des saveurs plus riches et plus complexes. Puis les chercheurs firent une découverte encore plus étonnante. Contrairement aux prévisions initiales, le sel ne s'accumulait pas progressivement dans les sols. Les arbres absorbaient une partie du sel, puis le stockaient dans leurs vieilles feuilles, qui tombaient ensuite naturellement ou étaient retirées lors des tailles. Autrement dit, les plantations éliminaient lentement le sel du sol au fil du temps. Le système entier formait désormais un cycle presque parfait. Les poissons recevaient l'eau chaude du désert. Ils produisaient des déchets riches en nutriments. Cette eau nourrissait ensuite les arbres. Le sol purifiait naturellement l'eau avant qu'elle ne retourne dans le sous-sol plus propre qu'auparavant. Rien n'était perdu. Chaque élément du système devenait une ressource pour une autre partie du processus. Mais il restait encore une question essentielle. Est-ce que tout cela était économiquement viable? Car même les idées les plus ingénieuses ne survivent pas longtemps si elles ne fonctionnent pas financièrement. Et c'est précisément ici que ce modèle révéla toute son intelligence. L'eau provenant des usines israéliennes de dessalement coûte généralement entre 60 et 70 centimes par mètre cube. Une exploitation agricole classique peut nécessiter des centaines de millions de litres d'eau par an. Les coûts deviennent rapidement gigantesques. En revanche, l'eau provenant de l'aquifère nubien coûte extrêmement peu cher.
Les forages avaient déjà été financés depuis longtemps et la pression naturelle du sous-sol faisait remonter l'eau presque sans effort mécanique. Le coût final était donc considérablement réduit. Les fermes piscicoles payaient essentiellement l'extraction initiale de l'eau. Ensuite, cette même eau servait à l'élevage des poissons, se réchauffait naturellement et s'enrichissait en nutriments. Puis les exploitations agricoles récupéraient cette eau déjà fertilisée gratuitement. Les agriculteurs obtenaient à la fois l'irrigation et l'engrais naturel sans coût supplémentaire. Et les pisciculteurs, eux, n'avaient plus besoin de dépenser de l'argent pour éliminer leurs eaux usées. Deux industries qui auraient normalement dû se concurrencer pour accéder à une ressource rare commencèrent au contraire à collaborer. Et cette coopération rendit le modèle rentable. Aujourd'hui, plusieurs fermes piscicoles réparties dans le désert du Negev produisent ensemble plus de 3000 tonnes de poissons chaque année. Le barramundi israélien est désormais exporté vers la France et d'autres marchés européens, où il concurrence directement les poissons élevés en Australie et en Asie du Sud-Est. Et malgré la distance, les producteurs israéliens restent compétitifs. Pourquoi ? Parce que l'un des coûts les plus importants de l'aquaculture tropicale ailleurs dans le monde est totalement absent ici. Dans les régions froides d'Europe ou d'Amérique du Nord, les fermes piscicoles doivent chauffer artificiellement leurs bassins pendant des mois entiers. Cela nécessite des systèmes industriels extrêmement coûteux, alimentés au gaz ou à l'électricité. Mais dans le désert du Negev, la terre fournit gratuitement cette chaleur. L'eau remonte naturellement chaude depuis les profondeurs souterraines, créant un été permanent pour les poissons tropicaux sans consommation massive d'énergie. Et ce détail change complètement l'économie du système. Mais ce n'est pas uniquement l'aspect financier qui attire aujourd'hui l'attention du monde entier. Ce modèle possède également un impact environnemental étonnamment positif. Les systèmes aquacoles traditionnels consomment énormément d'énergie. Le chauffage des bassins, les pompes, les systèmes de filtration et le transport des déchets produisent des quantités importantes de dioxyde de carbone. Dans le système du Negev, une grande partie de ces émissions disparaît. L'eau chaude naturelle élimine presque entièrement le besoin de chauffage artificiel. Les déchets des poissons remplacent une partie des engrais chimiques industriels et les arbres plantés autour des exploitations absorbent eux-mêmes du carbone atmosphérique. Les oliviers et les palmiers dattiers agissent comme de véritables puits de carbone naturel. Une exploitation de plusieurs hectares peut retirer des dizaines de milliers de kilogrammes de dioxyde de carbone de l'atmosphère. Lorsque les chercheurs ont additionné tous les éléments du système, les résultats furent remarquables. Le modèle n'était pas simplement neutre en carbone, il devenait parfois négatif en carbone, ce qui signifie qu'il absorbait plus de carbone qu'il n'en produisait. Mais au-delà des chiffres économiques et environnementaux, cette histoire révèle surtout quelque chose de beaucoup plus profond. Le désert du Negev n'a pas réussi malgré ses conditions extrêmes. Il a réussi précisément grâce à elles. La chaleur intense qui rendait l'eau impropre à la consommation humaine créait des conditions idéales pour des poissons tropicaux. Le sel qui détruisait les cultures classiques sélectionnait naturellement les plantes capables d'y prospérer. Même les déchets toxiques produits par les poissons devinrent finalement l'une des ressources agricoles les plus précieuses du système. Chaque problème contenait déjà sa propre solution. Il fallait simplement apprendre à regarder ces contraintes autrement. Pendant des décennies, le développement des régions désertiques reposait presque toujours sur la même logique. Combattre le désert, importer de l'eau douce, construire des infrastructures gigantesques, forcer artificiellement la terre à produire ce qu'elle n'était pas censée produire naturellement. Mais dans le Negev, une approche totalement différente est apparue. Au lieu de demander comment transformer le désert en quelque chose d'autre, les chercheurs se sont demandé ce que ce désert pouvait naturellement devenir. Quels poissons étaient adaptés à cette eau? Quelles plantes pouvaient vivre avec ce niveau de salinité? Comment chaque élément du système pouvait-il aider les autres au lieu de créer davantage de problèmes? Et c'est exactement cette manière de penser qui a tout changé. Le résultat final est extraordinaire. Des poissons de qualité supérieure sont élevés dans l'un des endroits les plus secs du monde. Des dattes particulièrement sucrées poussent grâce à l'eau issue des bassins piscicoles. Des oliviers produisent une huile riche et parfumée sur des terres autrefois considérées comme inutilisables. Et le plus étonnant reste peut-être ceci. Le système devient plus efficace avec le temps. Le sol s'améliore progressivement. Les arbres stabilisent l'environnement. L'eau est réutilisée plusieurs fois avant de retourner naturellement dans le sous-sol. Rien n'est réellement gaspillé.
Aujourd'hui, de nombreux autres pays commencent à étudier attentivement cette méthode. Des régions désertiques du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord expérimentent déjà des projets inspirés directement du modèle israélien. Même certains territoires extrêmement arides d'Australie et des États-Unis s'y intéressent désormais sérieusement. Car le monde change rapidement. Les réserves d'eau diminuent dans de nombreuses régions. Les terres agricoles se dégradent après des décennies de surexploitation. Le réchauffement climatique transforme progressivement davantage de territoires en zones chaudes, sèches et salées. Autrement dit, une partie du futur de la planète risque de ressembler de plus en plus au désert du Negev. Et c'est précisément pourquoi cette histoire devient si importante. Elle montre qu'un environnement considéré comme hostile n'est pas forcément inutile. Elle prouve qu'une contrainte peut parfois devenir une opportunité lorsqu'on cesse de lutter contre elle. Le désert du Negev n'était jamais réellement vide. Il attendait simplement qu'une personne pose enfin la bonne question, non pas comment changer cet endroit, mais plutôt à quoi cet endroit est-il naturellement destiné. Et cette différence de perspective a permis de révéler quelque chose que presque personne n'imaginait possible. En ce moment même, sous le soleil brûlant du désert, 1 million de poissons nagent dans des eaux souterraines vieilles de dizaines de milliers d'années. Des arbres grandissent grâce à leurs déchets. Des terres autrefois considérées comme mortes produisent aujourd'hui de la nourriture exportée dans toute l'Europe. Et tout cela existe parce que certains scientifiques ont refusé d'abandonner après avoir découvert une eau jugée inutilisable. Ils ont choisi de regarder autrement. Ils ont compris que les limites ne disparaissent pas toujours lorsqu'on les combat. Parfois, elles disparaissent lorsqu'on apprend à travailler avec elles. Cette histoire change également notre manière de voir la notion même de ressources. Nous avons souvent tendance à considérer certaines choses comme inutiles simplement parce qu'elles ne correspondent pas à nos attentes habituelles. Une eau trop chaude devient un problème, une eau salée devient un obstacle, des déchets deviennent une pollution. Mais dans le Negev, chacun de ces éléments s'est transformé en avantage dès que le système a été pensé différemment. La chaleur est devenue une source d'énergie gratuite. Le sel est devenu un filtre naturel sélectionnant les espèces les plus résistantes. Les déchets sont devenus de l'engrais. Et cette logique dépasse largement l'agriculture. Elle concerne aussi la manière dont les sociétés humaines abordent les défis modernes. Très souvent, nous essayons de résoudre les mauvais problèmes. Nous dépensons des ressources immenses pour lutter contre la réalité au lieu de comprendre comment collaborer avec elle. Le désert du Negev rappelle qu'une solution véritablement durable ne consiste pas toujours à imposer notre volonté à la nature. Parfois, la meilleure solution consiste simplement à observer plus attentivement ce que la nature tente déjà de nous montrer. Et c'est peut-être cela la leçon la plus importante de toute cette histoire. Les limites que nous percevons ne sont pas toujours réelles. Elles représentent souvent seulement les frontières de notre façon actuelle de penser. Pendant des années, cette eau souterraine semblait inutilisable. Aujourd'hui, elle nourrit des poissons, des arbres et des milliers de personnes. Pendant des décennies, cette région semblait condamnée à rester stérile. Aujourd'hui, elle inspire des projets agricoles dans le monde entier. Et cela pousse forcément à se poser une dernière question. Combien d'autres endroits considérés comme inutiles pourraient eux aussi devenir extraordinaires si nous apprenions simplement à poser de meilleures questions? Car au fond, les poissons du désert ont toujours été possibles. Il fallait simplement quelqu'un capable de l'imaginer.